Bonjour. Continuons à présent la deuxième partie de notre cours Connaissance du chien. Pourquoi voyons-nous que les chiens ne deviennent jamais tout à fait raisonnables? Quand il nous faut apprendre à distinguer affection et soumission. Néothénie, retour aux chiens. Revenons aux chiens que les plus passionnés auraient voulu ne pas quitter. Si le concept néothénie est d'une façon générale, nous l'avons laissé entendre, plus difficile à manier qu'il n'y paraît, et pourrait conduire à des conclusions sans doute discutables, ici on peut l'affirmer avec certitude, le chien est une sorte de loup néothénique. Ce qui nous permet d'énoncer, après l'avoir démontré, notre troisième théorème. Le chien est un gamilou. Bien entendu, il s'agit d'un jeu de mots, une contraction de gamin et de loup. Gamilou, un terme que je vous propose de garder entre nous, car vous allez le voir, il est redoutablement efficace. Le chien, un loup à part entière, et qui ne l'a pas compris ne peut pas comprendre son compagnon de tous les jours. Mais un loup dont la croissance s'est comme arrêtée en chemin, à l'âge de l'adolescence, à l'âge des gamins. Et voilà pourquoi, madame, votre chien aboie, même quand il est très vieux. Voilà aussi pourquoi, nous allons le découvrir, il continue d'accepter d'être votre chien, même quand il est très vieux, et essayera de jouer avec vous quand vous le lui demanderez, alors même qu'il est très vieux. Et pendant ce temps-là, retour au loup. Vous l'avez noté, rien de bien sérieux ne distingue le louveteau du chiot. À partir de l'adolescence, les différences apparaissent jusqu'à devenir un grand fossé. C'est que, tandis que le chiot continue, inconscient et protégé, de gambader à ses amusements, le louveteau est emmené par sa famille à la chasse à laquelle il est initié. Fini les jeux, la vie devient sérieuse. Rude est la vie sauvage, et chaque espèce n'y survit qu'en déployant des trésors d'habileté et de savoir-faire. Dans bien des circonstances, le secret de survie du loup, c'est une assez remarquable organisation sociale. Certains auteurs ont même pu écrire que le loup solitaire n'a pas d'avenir, ce qui est, nous y reviendrons, tout à fait discutable. Cependant, il reste exact que généralement les loups vivent en famille. Un couple de parents, entouré d'un certain nombre de descendants. Ceux qui sont issus de la dernière portée, ce qui n'a rien de réellement surprenant, mais ce qui l'est nettement plus, des louveteaux plus âgés, provenant d'une, voire souvent deux portées précédentes. La famille peut se trouver ainsi composée de plus d'une douzaine d'individus. Le père de famille est facilement identifiable. De façon assez évidente, c'est à lui que revient la charge, avec sa femelle, d'animer le groupe familial. Et de fait, tous les autres loups manifestent à leurs parents non seulement ce que nous pourrions considérer comme une certaine forme de soumission, mais plus une réelle affection. Vous l'avez compris, les enfants de la famille les plus âgés ont donc 2 ans, voire dans certains cas exceptionnels 3. Vus de l'extérieur, ils apparaissent des adultes, au physique souvent aussi impressionnant ou plus impressionnant que le père de famille lui-même. Il n'empêche, même dans ce dernier cas, de tels individus continuent de montrer à l'égard de ce dernier une forme de soumission affectueuse. Ils se frottent contre lui, tentent de lui lécher le museau, vont jusqu'à se coucher sur le côté comme s'ils offraient gorge et ventre. Tout cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Votre petit camarade n'a-t-il jamais eu avec vous ce genre de comportement? Parfois, il semble que l'émotion soit trop forte et conduise jusqu'à la miction. Comportement que vous avez peut-être aussi observé, mais pour le regretter, ce que je peux bien comprendre. Pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, une miction, c'est l'émission d'un jet d'urine. Pas d'erreur d'interprétation, il s'agit bien de marques d'affection, et non, comme on a pu le croire, de marques de soumission. En effet, l'animal auquel ces marques s'adressent ne les exige pas, il ne les impose en aucune manière. D'ailleurs, certains individus s'en dispensent sans que cela présente la moindre conséquence. En revanche, il peut fort bien se produire qu'un individu adopte ce type de comportement pour éviter par exemple un conflit. Mais c'est aussi de cette façon que procédera souvent l'enfant pour tenter d'apaiser ses parents, quand ces derniers lui manifestent leur mécontentement. Qui, dans une telle situation, penserait soumission? Tous les efforts de la famille semblent concentrés autour d'un seul objectif, celui de la production, puis de l'élevage d'une seule portée, celle de Madame la chef de famille. Du point de vue de l'espèce, c'est souvent la solution la plus raisonnable.
Les loups ont su s'adapter à tous les biotopes et donc aux environnements les plus sévères. Mais pour y élever une portée, en général de 4 à 6 louveteaux, les efforts conjugués de 2 parents seraient terriblement insuffisants. Et puis, qui garderait les enfants quand le couple irait chasser? Seulement voilà, comment le couple reproducteur s'y prend-il pour que la meute n'ait qu'une seule portée à élever, la sienne? C'est ici que l'affaire devient extraordinaire. Ils n'ont rien à faire pour cela, car tous les autres adultes renoncent d'eux-mêmes à toute vie sexuelle. S'agit-il vraiment d'abstinence? Même pas. Car à l'exception du couple parental, les adultes de la meute restent sexuellement immatures. Les femelles n'ont pas de chaleur, les mâles n'ont pas de pulsion. En dehors d'éventuelles périodes de crise, mort de l'un des parents par exemple, 2 individus donc, et systématiquement de sexe opposé, vivent leur vie sexuelle, à l'exclusion de tous les autres, et compte tenu de certaines particularités de l'amour canin, c'est plutôt ici une bonne chose. C'est que, vous ne le savez peut-être pas, le mâle canidé se caractérise entre autres par une prostate paresseuse, et donc par la production d'un liquide séminal particulièrement épais. Et s'il existe encore des spermatozoïdes canis pour se sortir vivants de conditions de départ aussi catastrophiques, c'est uniquement le résultat d'un système de copulation tout à fait particulier à l'espèce. Passés les premiers moments d'enthousiasme, le couple canis reste collé, dos à dos, devant supporter cette situation sans doute inconfortable, et en tout cas légèrement ridicule, pendant près de 3/4 d'heure. Les animaux restent ainsi collés car la verge du mâle se prolonge par 2 crochets qui se fixent dans le vagin de la femelle, ce qui permet au liquide séminal, très épais comme nous venons de le dire, d'avoir quelque chance d'arriver à destination. La chance de leur vie, certes, pour une petite demi-douzaine de spermatozoïdes plus dégourdis que les autres. Mais une situation qui serait bien vite ingérable si les mâles du groupe, d'une façon ou d'une autre, prétendaient eux aussi prendre part à la fête. En effet, n'oubliez pas que pour le moment nous parlons de loups, c'est-à-dire d'animaux sauvages et rudes, entraînés à se battre et à tuer, et que, pour meilleurs combattants qu'ils soient, notre mâle dominant mis dans la situation que nous venons de suggérer, serait bien empêtré pour se défendre de quelque agression que ce soit. Et voilà pourquoi Dame Nature a fait les loups en sorte que les fils ne semblent pas voir ce que l'on fait à leur mère. Se méfier des lunettes anthropomorphiques. C'est connu, il est très difficile de ne pas prêter aux animaux les sentiments que nous éprouverions si nous étions à leur place. Depuis la fin de la préhistoire, l'espèce humaine se caractérise par le fait que certains trouvent le moyen d'imposer leur volonté aux autres, assouvissant de la sorte une soif de puissance, tout en s'exonérant de tâches et de travaux jugés fastidieux. Une minorité de dominants a toujours su trouver le moyen de faire croire à une immensité de dominés que telle était la condition du meilleur des mondes. Ils y ont si bien réussi que cette idée d'un partage des humains entre dominants et dominés est une notion souvent reprise et défendue par des psychologues. Sigmund Freud n'a-t-il pas écrit « L'humain ne peut se soustraire à l'inégalité, qui est partie intégrante de l'inné et qui les divise entre meneurs et menés ». La question n'est pas ici de discuter de la pertinence d'un tel point de vue, mais de comprendre que pour beaucoup, ce qui est vrai pour les humains ne peut être que vrai aussi pour le reste du monde animal en général, et pour les loups en particulier. Équipée de telles lunettes anthropomorphiques, toute une littérature a voulu transposer au loup ce que l'on s'obstine à trouver naturel chez l'homme. On a commencé par oublier, ou par ne pas savoir, que les groupes de loups appelés meutes étaient très largement des groupes familiaux. On a donc très naturellement fait du chef de famille une sorte de dominant dictateur, rapidement baptisé chef de meute, imposant sa volonté plus ou moins tyrannique aux autres membres de la meute, évidemment appelés dominés. On est allé encore plus loin. On a voulu hiérarchiser la meute, inventant une relation obligatoire de type dominant-dominé entre tous les individus. On avait donc un chef de meute, souvent baptisé mâle alpha, accompagné de sa femelle bêta, et l'on continuait ainsi avec un gamma, un delta, jusqu'à un pauvre petit dernier qui, n'ayant personne à dominer, se trouvait dominé par tous les autres. Ce classement alpha, bêta jusqu'à oméga n'est d'ailleurs pas spécifique à la littérature canine. Au contraire, il est défendu par d'autres auteurs pour des espèces aussi variées que les singes ou les poulets.
Je reviendrai dans un prochain chapitre très en détail sur les origines de cette manière de voir et les impasses auxquelles elle conduit. Nous aborderons ensuite ce que les études les plus récentes, construites à partir de l'observation d'animaux laissés le plus proche possible de leurs conditions de vie naturelles, semblent bien démontrer. Mais j'en profite cependant pour attirer dès maintenant votre attention sur un point important. La grande difficulté qui existe d'interpréter de manière correcte les comportements des animaux que nous observons, et ceci étant plus vrai encore lorsqu'il s'agit d'espèces sauvages, dans le cas des loups, mais aussi dans de nombreux singes, la source d'erreur a été parfois de généraliser à l'espèce sauvage des comportements observés dans les parcs zoologiques. Or, l'espace disponible est une composante certaine des comportements. Par exemple, le comportement d'un groupe de poulets sera très différent selon que ce groupe est enfermé dans un espace clos ou qu'il peut évoluer à sa guise en espace ouvert. Pour le moment, contentez-vous de savoir que dans la famille loup, si dominant tyrannique il y a, ce n'est pas du côté du père qu'il faut chercher, mais plutôt de celui des plus jeunes. Les louveteaux, dans la mesure où ils ne mettent pas en jeu leur survie et celle du groupe, ont en effet à peu près tous les droits. Cela est si vrai que l'entrée dans l'adolescence nécessite souvent de sérieuses mises au point de la part des parents ou des aînés, car la force, venant avec l'âge, ferait des petits bourreaux des compagnons parfaitement insupportables. Ces nécessaires ajustements, ayant ajouté encore aux erreurs d'interprétation, oui, à partir d'un certain âge, les jeunes loups se voient imposer une discipline plus stricte par des adultes qui ne cherchent en rien à les dominer, mais qui se voient contraints de fixer règles et limites. La suite de l'histoire. La littérature évoquée précédemment continue dans sa logique. Quel est le rêve de tout dominer ? De prendre la place de son dominant pour dominer à son tour. Quel sera donc le rêve de tout loup qui n'est pas chef de meute ? De gravir les échelons de sa hiérarchie pour finir par venir à bout du père, fût-ce en égorgeant celui-ci. On imagine donc que tôt ou tard, le chef de meute trouvera l'un des siens pour l'oxyre et lui voler sa femelle. Avec cette conséquence que vous pouvez voir venir, le chien de votre famille n'a donc qu'un seul but, c'est de prendre un jour la place du chef de famille. Et de fait, nombreuses sont les sociétés mammifères qui semblent plus ou moins fonctionner sur ce modèle. Mais pour les loups, c'est très peu vraisemblable. Tout d'abord pour une raison principale, la femelle du dominant, nous l'avons vu, se trouve être aussi la mère des autres membres du groupe. Or, et j'y reviendrai, l'interdit de l'inceste, très répandu dans le monde animal, semble très largement partagé par tous les canidés, à l'exception notable du chien, pour des raisons que j'expliquerai. Qu'un jeune loup finisse par s'en prendre à son père est assez peu vraisemblable, mais que cela soit pour lui voler sa mère l'est encore moins. Que se passe-t-il quand le jeune loup ou la jeune louve se trouve envahi par la maturité sexuelle et le désir de fonder une famille à leur tour ? Vous le savez, nous l'avons découvert au chapitre précédent, ils n'ont plus alors qu'un désir, quitter le groupe, vivre leur vie. Et comme il n'y a pas de domination chez les loups, contrairement à ce qu'un regard anthropomorphique a continué de vouloir nous faire croire, personne ne les retient, personne ne s'oppose à leur choix. À la différence notable de la manière dont nous agissons nous-mêmes. Si par extraordinaire l'un de nos chiens, repris par l'instinct du loup, qui malgré tout continue de sommeiller en lui, se met en tête de prendre son autonomie et de vagabonder à sa guise, lui rendrez-vous la liberté que notre espèce lui a volée ? Dans la famille du loup, libre à chacun de vouloir vivre sa vie, mais ailleurs. Pas de cocooning dans la famille loup. En tout cas, pas de cocooning à variante conjugalisée. Merci pour votre attention et à bientôt pour la dernière partie de cet entretien.